Déjà, je voudrais remercier vraiment très chaleureusement Philippe et Amélie pour l'invitation. C'est pour moi aussi un honneur d'être ici, d'être dans une maison très, très fameuse en France dans la recherche sur l'obésité pathologique. Donc, je vais vous montrer des choses. Je suis désolé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu à la fois une carrière clinique d'hépatogastroentérologue qui fait des maladies rares du métabolisme, mais aussi je suis professeur de biochimie, biologie moléculaire. J'ai pris ma retraite au 1er septembre, donc je suis un vieux monsieur là, dans ce domaine-là. Mais donc je vais vous parler aussi de biochimie, de métabolisme, de nutrition. Voilà, bon, je vais essayer de le faire quand même. Mais voilà, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est pas des choses très récentes. Je vais vous montrer une sorte de personal journey sur, voilà, depuis 15 ans, toutes ces trajectoires sur le fetal programming, notre réflexion sur comment des événements précoces, y compris unitéro, première période de la vie, peuvent être des prédicteurs sur des mécanismes qui vont être en lien derrière avec l'obésité pathologique et pas que. Donc c'est plus quelque chose d'inspiration. Puis la deuxième partie, on va plus focaliser sur une cohorte qui a été recrutée à Nancy et également à Poitiers, qui est une cohorte mère-enfant, pour vous parler un peu de l'application, ce qu'on peut faire dans une étude de population sur du fetal programming. Donc, disons qu'il y a des aspects qui pourront peut-être inspirer. Il y a des données qui ne sont pas publiées, mais je pense que c'est bien de partager avec vous. Et vous verrez, ces données, il y a des aspects modestes, critiquables. On n'est pas encore dans un papier finalisé, mais ça vous montrera un peu quelle est notre réflexion. Voilà. Alors, la première chose, c'est vous présenter un peu l'unité INGER. Qu'est-ce qu'on fait dans cette unité? On travaille, comme vous le voyez, avec des modèles cellulaires, des IPS, des fibroblastes, des sujets de patients. On a nos souris transgéniques. On fait donc, bien sûr, du métabolisme et de la biologie moléculaire. On a des approches classiques de biomol que vous connaissez bien ici, du RNA-seq, du ChIP-seq, etc., et de l'épigénome. Et puis, on essaye de comprendre les trajectoires de vie, en quoi ça peut prédire et expliquer des manifestations dans les maladies rares du métabolisme. Parce que les maladies rares du métabolisme, et les pédiatres regardent les enfants, font le diagnostic, mais très peu de monde s'intéresse en fait à qu'est-ce qui va arriver au cours de la vie dans ces maladies rares, et y compris dans des manifestations qui sont en lien avec les maladies complexes. Donc c'est des, entre guillemets, je ne devrais pas dire ça en tant que médecin, mais c'est des beaux modèles pour aller mieux comprendre des choses, et vous le savez bien, c'est la même chose pour vous, ce que vous faites sur l'obésité. Alors, donc, bien sûr, on s'intéresse aux manifestations liées à l'obésité, au syndrome métabolique, et vous allez comprendre, et aux maladies cardiovasculaires. Donc voilà. Alors moi, je suis un obsédé. Bon, il y a en général, quand on fait de la recherche, si on n'est pas obsédé, à mon avis, il y a un problème. Il faut être obsessionnel. Donc, je suis obsessionnel. C'est le métabolisme des monocarbones, mon obsession. Alors, ça vous dit pas grand-chose, mais vous voyez là, c'est une version simplifiée du métabolisme des monocarbones. Alors, quand on fait le métabolisme, on aime bien tout ce qui est complet. Ça va vous dire peut-être que c'est de la vieille biologie, parce que vraiment la révolution du métabolisme, ça a été dans les années 40 à 60, 70. Puis après, on a dit, le métabolisme, on a tout vu, on a tout compris, c'est des réactions, machin, c'est très compliqué en termes de description. Mais derrière, on so what? Il y a un substrat et puis il y a un produit, on so what? Vous savez qu'après, il y a eu vraiment des travaux qui ont montré que le métabolisme, c'est lié au génome, à l'épigénome, à des mécanismes fondamentaux dans la cellule et qu'on touche à des tas de choses. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu. Donc là, si vous voulez utiliser le pointeur pour vous dire un truc important, c'est qu'ici, il y a une réaction qui a vraiment... alors, je ne sais pas si on voit le pointeur... Donc, on va faire avec la souris. La réaction dont je vais beaucoup vous parler, alors, avec la souris, il ne marche pas non plus. Je ne le vois pas. Ah oui, ici, là, voilà. Alors, c'est cette réaction, c'est la méthionine synthase. Si vous voulez, là, considérez que le métabolisme, c'est des mécanismes d'horlogerie. Vous avez des cycles, et puis ces cycles, ils sont engrenés. Hein. Là, c'est un mécanisme d'horlogerie. Vous avez à gauche le métabolisme des folates, et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle le cycle de la méthionine. Alors, j'arrive pas trop à voir. Ici, ça, c'est le cycle de la méthionine, et ici, ça, c'est la partie folate. Donc, la partie folate, ça se passe dans la mitochondrie, ça se passe dans le cytoplasme. Ici, il y a un engrenage, il y a des pignons là qui se rencontrent, c'est la méthionine synthase.
Pour que ça fonctionne, pourquoi c'est important? Parce qu'avec cette méthionine synthase, on fait de la méthionine. Et pour faire de la méthionine, ça va permettre de faire la S-adénosylméthionine. Or, la S-adénosylméthionine, c'est le donneur universel pour méthyler l'ADN, pour méthyler l'ARN, pour faire plein de petits substrats, faire plein de choses. Et puis ensuite, c'est ainsi que c'est régénéré. Et il y a une voie cataplérotique, c'est-à-dire de sortie du cycle. C'est cette voie de dégradation de l'intermédiaire métabolique qui s'appelle l'homocystéine. Donc vous voyez que pour faire tout ça, c'est-à-dire la reméthylation, il faut de la B12, il faut des folates. Pour faire la cataplérose, il faut de la B6. Autrement dit, il faut des vitamines du groupe B. Alors ça nous inspire ce concept suivant, c'est que, pour que tout ça se passe, l'épigénome, c'est bien gentil, mais l'épigénome, c'est en fonction de ce qu'on mange. C'est vraiment en fonction de ces donneurs de méthyle, qu'on appelle ces vitamines coenzymes qui sont des donneurs de méthyle, et en fonction de ce que vous allez manger, alimentation d'origine animale, d'origine humaine, etc., ça va conditionner tous ces mécanismes épigénétiques. Ça va plus loin, sachez qu'il y a eu des travaux très intéressants sur l'évolution de l'espèce humaine en fonction du moment où les hommes ont arrêté de devenir bien sûr des chasseurs, mais ils ont toujours mangé bien sûr de la méthionine, parce que la méthionine est présente dans la viande, dans l'alimentation. Mais vous savez aussi que la B12, si vous n'avez pas de B12, donc c'est apporté par l'alimentation carnée, et le poisson, les fruits de mer, etc. Donc tout ce qui est d'origine animale. Donc quand on est végétarien, on a un problème de ce point de vue-là. Et donc ça, c'est vraiment lié à l'épigénome. Mais ce qu'on a montré, vous allez voir aussi, ça c'est vraiment une contribution importante de notre laboratoire, c'est premièrement ce lien avec l'épigénome, mais deuxièmement, c'est de ce fait-là, avec les modifications génomiques et épigénomiques, le lien avec le métabolisme énergétique. Et ça, c'était vraiment nouveau, puisqu'on n'attendait pas la B12 sur le métabolisme énergétique. Alors la méthionine synthase, c'est le pignon entre ce mécanisme d'horlogerie. C'est une très belle enzyme qui fonctionne donc avec comme cofacteur de la B12 et du méthyltétrahydrofolate pour produire, avec un régulateur allostérique qui est la SAM, pour produire donc de la méthionine endogène qui va servir à faire le donneur de méthyle qui s'appelle la SAM. Donc je vous parle du régime végétarien. Oui, il y a un pays qui est emblématique par rapport aux végétariens, c'est l'Inde. L'Inde, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, les végétariens, c'est 30% de la population. C'est principalement la partie ouest de l'Inde. Et donc, on va le retrouver, bien sûr, chez les femmes enceintes. Et donc, on va retrouver tout ce problème de fetal programming. Voilà. Alors, c'est pas que l'Inde, mais l'Inde est un endroit très intéressant. Or, l'Inde, il y a eu des très beaux travaux de fait, notamment le groupe de Yashnik à Pune, qui a montré, il y a déjà un bon petit bout de temps, c'était en 2008, que lorsqu'ils ont voulu regarder quels étaient les prédicteurs nutritionnels de l'insulinorésistance chez des enfants à 5 ou 7 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prédicteur le plus puissant? C'était la carence en B12 au premier trimestre de la grossesse de la maman. Donc, premier trimestre de la grossesse, ça prédisait en fait un risque important d'insulinorésistance à 5 ans. Voilà. Et donc après, il y a eu des très beaux travaux, mais ils ont montré aussi qu'il y avait un lien avec l'hypertension, etc. Donc des outcomes vraiment du syndrome métabolique. Nous, il se trouve qu'un an avant, on avait pensé au monocarbone par rapport au fetal programming et on avait monté un modèle. Donc on aime bien dire que sur le plan expérimental, on était là avant eux, évidemment. Bon, on a tous un peu l'esprit de compétition quand on fait de la recherche. Mais donc le fetal programming, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait pris des rats, on les avait carencés en donneurs de méthyle, c'est-à-dire B12 et folate. Donc on ciblait la réaction de la méthionine synthase. Et puis l'accouplement, et après pendant la gestation et pendant l'allaitement, les mamans étaient carencées. Et après on a étudié donc les ratons. Dans les ratons, on a trouvé de la mâche. Alors ici, excusez-moi, mais NAFLD, c'est la vieille appellation, mais on a trouvé de la mâche. Et on a trouvé une cardiomyopathie stéatosique hypertrophique. Donc il y avait de la stéatose centrale. C'est ce qu'on appelle de la lipodystrophie, ici vous connaissez bien. Et il y avait également une accumulation de graisse viscérale. Nos animaux avaient un petit poids à la naissance, comme vous pouvez voir en haut à gauche. Et donc ils avaient vraiment un phénotype qui pouvait nous dire, oui, on est peut-être sur des mécanismes liés à de la lipodystrophie. On a essayé de regarder les mécanismes et ce qu'on a trouvé, donc là, vous avez les papiers qui sont listés en dessous, mais l'élément vraiment majeur qu'on a trouvé, c'était une diminution d'une histone déacétylase, SIRT1,
Et comme mécanisme, on a montré que SIRT1, c'est le schéma que vous avez en bas à droite, SIRT1, eh bien ça, comme elle était diminuée, ça a augmenté l'acétylation de PGC1-alpha. Je pense que PGC1-alpha, ça doit vous dire quelque chose, c'est un corégulateur des PIPAR. Donc si on inactive le corégulateur des PIPAR, ben vous bloquez la bêta-oxydation, vous bloquez le métabolisme énergétique. Et à ce moment-là, eh ben, c'est ce qui expliquait la stéatose. Voilà. Donc, on a une belle explication sur, en tous les cas, voilà. Alors, ce qui nous a interrogé, c'est que là, on a un modèle de carence à la naissance avec SIRT1. Mais SIRT1, c'était bien connu, c'est les travaux de John Owerks et d'autres. SIRT1, et puis c'est aussi, comme vous le savez, c'est un gène de la longévité. C'est-à-dire que les personnes qui ont un jeûne prolongé, il y a eu des travaux de Verdine, par exemple Eric Verdine, sur les populations andines, qui montraient qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie avec le jeûne qui est associé à une augmentation de l'expression de SIRT1. Inversement, les obèses ont une diminution de l'expression de SIRT1. Donc nous, on était sur un modulateur qui est inspiré, qui est également modulé par les apports en donneurs de méthyle, les folates et la B12 dans l'alimentation. Donc, ça nous a dit, on s'est dit, bah oui, on va regarder si on fait les deux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on flambe le truc, quoi? Donc, on a fait deuxième série d'expérimentations. On a repris nos modèles donc de ratons et après, après le sevrage, on a attendu un petit peu, on a vu que tout rentrait dans l'ordre. Le foie, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cardiomyopathie, le fait de leur avoir donné une alimentation normale, tout rentrait dans l'ordre. Voilà. Mais après la puberté, c'est-à-dire à D50, on leur a donné un régime high-fat. Mais pas un gros régime high-fat, quelque chose vraiment d'assez modéré, qui normalement, chez les contrôles, ne donnait pas de MASH ou vous voyez, quelque chose de... Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observait? De la fibrose, à nouveau une cardiomyopathie, à nouveau de la MASH, mais avec fibrose et inflammation. Là, c'est vraiment le cortège de la pathologie. Un peu de dyslipidémie, mais surtout une hypertension. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'hypertension, on l'observait chez les animaux qui n'étaient pas soumis au régime. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait arriver par le vieillissement. Donc, vous voyez, un cortège de manifestations qui inspire le syndrome métabolique, mais qui est modulé par l'alimentation post-pubertaire. Alors, on a essayé de comprendre aussi pourquoi on avait cette hypertension. Alors, je vous ai parlé de l'homocystine, c'est un intermédiaire du cycle de la méthionine. Or, c'est un peu comme, si vous voulez, l'hémoglobine glyquée. Vous avez un substrat qui va se coller sur les protéines. On appelle ça des PTM, des modifications post-traductionnelles. On s'est dit, mais est-ce que c'est ça qui conditionne? La réponse était oui, parce que vous savez que l'élastine est très importante, bien sûr, dans la média des artères. Et on a trouvé qu'il y avait une homocystinylation en fait, de l'élastine artérielle qui provoquait des breaks. Et on avait vraiment une fragilisation en fait, des gros vaisseaux. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que les animaux chez lesquels il y avait eu ce fetal programming par la carence, tout rentrait dans l'ordre. Mais quand on regardait en fait ce qui se passait dans la paroi des vaisseaux, eh bien, il y avait eu une accumulation d'homocystéine au départ qui perdurait parce qu'il y a une régénération tissulaire modérée dans ces parois vasculaires et qui allait déclencher derrière ces breaks. Et donc, au cours du vieillissement, on voyait apparaître en fait cette fragilisation artérielle et ce développement de l'hypertension artérielle. Alors, il y a un mécanisme que je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi une dérégulation du système rénine-angiotensine avec un déséquilibre entre AGT1 et AGT2. Alors voilà, un deuxième exemple, c'est les manifestations neurologiques. Donc pour essayer de comprendre ce qui se passe, on aime bien comparer en fait les carences en B12 folate avec les maladies rares du métabolisme de la B12 et des folates. Donc ici, vous avez sur la gauche une étude. Le problème des maladies rares, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Donc on a fait une revue systématique avec méta-analyse sur tous les case reports qui a été produit au cours des 30 dernières années. Et on a fait une sorte de cartographie des manifestations pathologiques. Et ce qu'on a observé, ça c'était quand même assez passionnant, c'est qu'on a observé quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, de l'hypertension également dans les maladies rares du métabolisme. Et ça, c'était pas connu des pédiatres et les adultes, parce que les médecins adultes considèrent pas vraiment ce genre de manifestation. En tout cas, c'était inattendu. Voilà.
Alors, l'autre chose, c'est le fait que les manifestations neurologiques entre un enfant et un adulte, c'est pas du tout les mêmes. Un enfant, il fait pas de neuropathie, c'est un adulte qui fait des neuropathies. Or, dans les carences en B12, il y a aussi des neuropathies, comme dans les maladies rares. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors, on a trouvé, en fait dans des prélèvements, on a fait un travail avec Oxford, et c'était l'étude Optima. On a eu des cerveaux donc d'anglais d'Oxford, donc des gens a priori très intelligents, et donc et on a trouvé qu'il y avait une homocystínylation des MAPS, c'est-à-dire des microtubule associated proteins, c'est également des taux. Donc, c'est pas seulement les parois des vaisseaux, c'est aussi également dans les neurones, hein, où il se passe des choses, et ça participe au vieillissement. Et donc, on a repris notre modèle de fetal programming. On a vu que dans nos ratons, c'était la même chose. C'est-à-dire que quand ils vieillissent, ils vont avoir des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs, quelle que soit leur alimentation. Et c'est aussi parce qu'ils ont eu au départ de l'homocystínylation et que tout ça n'a pas été vraiment réglé, quoi. Voilà. Alors, on a voulu comprendre un petit peu plus loin. On s'est dit, bon, bah, d'accord, ça c'est encore une histoire d'enzymes, substrats, mais est-ce qu'il y a des problèmes épigénomique et génomique, puisque si on n'a pas assez de SAM, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va trouver des choses? On avait vu PGC1-alpha, on avait vu SIRT1. Est-ce que si on prend des modèles de souris transgéniques et de focaliser sur MTR, c'est-à-dire la méthionine synthase, est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Donc on avait vraiment focalisé notre réflexion et on a monté un modèle animal, mais aussi des modèles cellulaires pour essayer de mieux comprendre. Premier modèle cellulaire, ça c'était déjà vieux, c'était en 2009, un papier qu'on avait fait dans PNAS. En fait, on a fait un construct avec une protéine végétale très hydrophobe et assez courte pour faire une encre membranaire avec une protéine de liaison de la B12 et on a transfecté en fait des cellules, des neuroblastomes. Et comme ça, comme vous le voyez ici sur la gauche, en fait, on va trapper dans la cellule. Dès que la B12 rentre dans la cellule, elle va être bloquée sur le réticulum, elle ne pourra pas aller vers les enzymes cibles. Donc ça, c'est un modèle très puissant et intéressant parce que selon le côté où on fait le construct avec l'oléosine et la transcobalamine, on a un construct contrôle ou un construct pathologique. C'est-à-dire que si on fusionne à gauche, eh ben, ça fonctionne. Et si on fusionne à droite avec l'oléosine, la B12 ne se liait pas dans le système. Donc on avait un beau modèle qui a été utilisé par d'autres d'ailleurs depuis. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des troubles du cycle cellulaire majeurs. Donc, on a vu des troubles de la différenciation et on s'est dit, ben oui, ça colle bien avec nos hypothèses. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on a observé? Un stress du réticulum majeur, vraiment dans ces modèles cellulaires. Vous voyez, les voies canoniques sont vraiment activées. Et après, bah, si on rajoute de la SAM ou on rajoute de la B12, on a fait vraiment favorable, quoi. Et quand on a été regardé, eh ben, on a retrouvé à nouveau notre histoire d'hyperacétylation et de déséquilibre avec SIRT1. Donc, on était vraiment contents, quoi. On a été voir dans les fibroblastes de nos patients. On s'est dit, est-ce que c'est pareil? Alors, cobalamine G, c'est la maladie, dans notre jargon à nous, où il y a en fait une mutation sur le gène de la méthionine synthase. Et donc, on a été regardé, et oui, on a une diminution de SIRT1, et oui, on a une délocalisation de SIRT1, et donc on a une histoire avec SIRT1. On a essayé de comprendre pourquoi on avait une histoire avec SIRT1. Est-ce que ça a un lien avec le stress? Donc, on s'est dit, s'il y a des effets génomiques, on va les regarder du côté des protéines de liaison de l'ARN qui sont en lien avec le stress cellulaire. Il y en a une qui est vraiment très étudiée qui s'appelle HUR. Et HUR, ELAV1, elle porte aussi également un autre nom. Ce qu'on a montré là, si vous voulez, c'est que HUR est hypométhylé. Il y a également une altération de la phosphorylation et donc HUR, au lieu d'aller dans le cytoplasme, quand il y a un stress cellulaire, reste dans le noyau. Or, elle embarque plein d'ARN, HUR, c'est vraiment des transporteurs des ARN messagers majeurs pour permettre la traduction. Donc, vous voyez, en étant bloqué dans le noyau, on va avoir une diminution d'expression d'un nombre très important de protéines, dont une protéine qui s'appelle SIRT1. Donc, si vous voulez, la diminution de SIRT1, on l'a expliqué par HUR. Mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a une boucle rétroactive, c'est-à-dire que SIRT1 va également majorer, puisqu'il y a des problèmes d'acétylation aussi dans la régulation, le blocage. Donc, il y a une sorte de boucle
d'un cercle vicieux. Et ceci a été confirmé dans nos modèles animaux, dans nos fibroblastes, enfin dans tous les modèles. Alors, parmi les conséquences sur les ARN, bien sûr, on a regardé toute la liste d'ARN, il y en a un peu plus d'1 millier d'ARN messagers qui sont concernés. Il y a tous les ARN de la transmission synaptique. Donc, si vous voulez, au départ, une réaction dont le but, c'est de faire de la SAM, eh bien, va avoir des conséquences absolument génomiques dramatiques, puisqu'on va avoir une diminution d'expression des protéines impliquées dans la transmission synaptique au niveau du cerveau à cause de cette réaction qui est empêchée. Donc, vous voyez, quelque chose qui était complètement inattendu. Alors, maintenant, la question qu'on se pose toujours quand c'est comme ça, c'est si on réverse l'activité de SIRT1, puisque le gros problème, c'est la diminution de SIRT1, est-ce qu'on réverse les choses ? Donc, on a testé des agonistes de SIRT1. On a vu qu'on peut réverser le stress, on peut relocaliser HUR, et avec ce type d'approche, donc je vous passe les détails, je résume la plaque. Et donc, on s'est dit, oui, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un modèle animal, parce que tout ça, c'est dans des cellules. Donc, est-ce que ça fonctionne dans la vraie vie? Donc, il faut avoir un animal. Donc, on a monté un modèle animal. Le modèle KO de la méthionine synthase, c'est une enzyme tellement importante que ça n'est pas viable. C'est-à-dire que elles sont létales, ça ne peut pas fonctionner. Et quand on a regardé pourquoi, il y a des gros problèmes d'organogénèse. Ça ne va pas vous étonner, comme c'est lié au cycle cellulaire. Si je vous posais la question, là, je ne sais pas s'il y a des doctorants ici, mais quel est l'organe qui a une plasticité, une régénération cellulaire monstrueuse chez les mammifères? Vous avez une idée à peu près quel est l'organe qui se régénère de façon incroyable en quelques jours? Non. Mais toi, tu n'es pas étudiant, donc mais c'est le foie. Vous faites une hépatectomie, on fait des hépatectomies, vous avez une régénération du foie en 1 ou 2 semaines. C'est monstrueux, vous avez une véritable tempête qui active le cycle cellulaire. Nos animaux, on a fait un chaos conditionnel, je ne le montre pas ici, où on avait fait de l'hépatectomie. Quand il y a le chaos conditionnel méthionine synthase, il n'y a pas de régénération. Et notre chaos, en fait, il y avait le chaos constitutionnel complet. Il n'y avait pas de régénération du foie. C'était une des raisons, en fait, de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organogénèse et donc c'est pas viable, quoi, in utero. Voilà. En tout cas, là, on a fait le modèle cerveau. Le cerveau est moins important que le foie. C'est ça que ça inspire. Ouais, puisque avec le cerveau, ça fonctionne. On a pu faire du MTR, KO avec le cerveau. Et donc, avec le cerveau, ce qu'on a montré, c'est des anomalies sur le métabolisme des monocarbones. Bien sûr, ça, je vous passe les détails. L'augmentation de la cataplérose. Ça, c'est normal. Si on bloque la réaction qui est en aval, on va faire une fuite vers la cataplérose. Mais on a vu des modifications majeures de l'épigénome. Donc, vous voyez, l'hypothèse était bonne. Si on ne fait pas assez de SAM, l'épigénome est complètement perturbé. Et qu'est-ce que nous évoquait l'épigénome? Des troubles de la neurogénèse, mais aussi des troubles du métabolisme énergétique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce n'était pas qu'une histoire de PG100-alpha, c'était aussi une histoire d'épigénome. Donc ça, je pense que vous êtes habitués à ce type d'analyse bioinfo de l'épigénome, avec les cercles. Et quand on regarde le protéome, on a un déséquilibre majeur entre, si vous voulez, l'over et l'expression diminuée des protéines. Vous voyez que vraiment sur le vulcanoplot, vous avez un déséquilibre très important avec une diminution de la traduction. Donc, quand on a fait les interactions protéine-protéine à partir de notre protéome, on voit vraiment que le métabolisme énergétique, la transmission synaptique sont en tête de gondole, et ça ne va pas vous étonner par rapport à ce qu'on avait vu dans les cellules. La chaîne respiratoire, ça doit vous dire quelque chose. Vous voyez que des protéines du complexe 1, également complexe 3, l'ATP synthase, étaient dramatiquement affectées, et on a des belles corrélations entre l'activité de SIRT1 et ces anomalies du protéome. Pareil, si on fait du Seahorse, on voit qu'il y a des troubles de la respiration, et ces troubles de la respiration donc, affectent également nos fibroblastes. Alors, on a essayé de comprendre si SIRT1 est impliqué dans toute cette affaire.
Donc, si vous voulez, la réponse a été oui. Vous voyez sur à droite en bas les diminutions d'expression de SIRT1 dans notre modèle animal. Vous voyez que l'histoire d'HUR qu'on avait vu dans les cellules de patients, c'est également, vous avez une hypométhylation d'HUR. Mais ce qu'on a vu aussi, ce qui est très intéressant, vous allez retenir pour la suite, c'est qu'en fait, on a un problème sur une voie anaplérotique du cycle de Krebs, c'est là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gros problème sur la synthèse de l'alpha-cétoglutarate par rapport au glutamate. Et ça, c'est catalysé par une enzyme qui s'appelle la GLUD, c'est-à-dire la glutamate déshydrogénase. Donc ici, on a en fait une anaplérose, un mécanisme compensateur. Ici, ça bloque. Et donc, vous savez, c'est très segmentaire, le cycle de Krebs. Donc, on va augmenter ici ce substrat pour pouvoir compenser en fait le déficit qui est en amont. Pour résumer. Un mécanisme adaptatif très important. Retenez GLUT1, on va y revenir dans notre étude de population. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi il y a ces troubles, évidemment, de prolifération qui affectent vraiment les populations de type stem cells. Je vous montre vraiment des résultats qui sont... j'ai choisi des résultats dans le papier, mais on a un gros problème, si vous voulez, sur la différenciation en fait, des cellules souches. On a un mécanisme de sénescence accéléré parce que on va avoir une gliose, c'est classique, on va avoir un développement de la glie et au contraire une diminution des neurones et des astrocytes. Donc ça explique les problèmes cognitifs qui interviennent au cours du vieillissement et ça c'est lié à des altérations de la voie Wnt bêta-caténine avec mTOR. Voilà. Donc, quand on va mettre un agoniste, alors ça, c'est un agoniste qu'il faudrait que vous connaissiez probablement. Il y a dans les années 2010, il y avait une société qui a été montée à Cambridge qui s'appelait Sirtrine. C'était monté avec GSK. Et ce qu'ils ont essayé, ils avaient de gros espoirs sur cet agoniste SIRT2104 pour traiter le syndrome métabolique et donc les complications du syndrome métabolique. Mais ils ont traité des adultes. Voilà. Et ça, on y reviendra à la fin dans la réflexion. Et ça a été un flop. Il y a eu plein d'essais cliniques qui ont été faits. Il y a encore une méta-analyse récemment. Ça n'a jamais marché. Vous vous souvenez, je vous expliquais que SIRT1 est diminué chez les obèses, etc. Donc, ils pensaient qu'en faisant une stratégie agoniste, ça allait marcher. Nous, on a repris cet agoniste dans une optique de faire du drug repurposing pour voir dans les maladies rares du métabolisme. Et vous voyez, on corrige tout. On corrige les anomalies du métabolisme du cycle de Krebs. On corrige des mécanismes épigénomiques. Et on a été vraiment bluffé, je vais dire, par l'efficacité en fait de SIRT2104 dans nos modèles animaux. Alors voilà. Mais on restaure également des dérégulations épigénétiques. Là, c'est du chip-sec. Donc, quand vous ciblez une histone, une marque d'histone qui est H3K4 triméthylé, que vous avez ici en bas, si vous regardez tout ce qui est promoteur actif, on avait vraiment un problème sur la triméthylation. Vous voyez dans notre modèle KO conditionnel, c'est effondré. Ça va très bien avec notre protéomique. La protéomique, on n'avait plus de traduction, souvenez-vous. Et on voit très bien ça, donc un mécanisme épigénomique adaptatif. Vous voyez, quand on donne l'agoniste, c'est incroyable. Enfin, voilà. Donc, on a vraiment quelque chose qui nous a bluffé. Alors, je ne vous montre pas les troubles cognitifs, mais nos animaux, on les traite avec 2104, on fait du water maze et tout ça, et après, ils retrouvent la mémoire, ils retrouvent leur... Enfin, c'est complètement bluffant. Donc, évidemment, on est maintenant sur une stratégie d'essai thérapeutique avec drug repurposing en utilisant SIRT2104. Je vous ai ici résumé tout ça. Il y a de quoi avoir la migraine. Mais c'est tous les mécanismes interactifs, si vous voulez, qui permettent d'expliquer en fait ces manifestations. Et que vous voyez que SIRT1 agit sur toutes ces étapes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, on a mis SIRT1 au milieu de l'affaire, à la fois sur les IPS, sur donc les populations neuronales, sur le fetal programming, etc. Donc voilà. Alors, pour la suite de l'histoire, si vous voulez, on est toujours sur cette histoire d'interaction entre l'épigénome, le métabolisme des monocarbones et l'occurrence de maladies chroniques, et notamment les outcomes du syndrome métabolique. Mais on rajoute maintenant le microbiote. Pourquoi le microbiote? Parce que le microbiote, c'est ce qui produit, entre autres, en dehors de l'alimentation, les coenzymes du groupe B.
Donc on peut très bien imaginer que le microbiote va jouer un rôle modulateur, mais pas que. La cible métabolique la plus puissante pour moduler l'activité de sirtuane, c'est le butyrate. Donc je ne vous fais pas un dessin, hein, les acides gras volatiles à chaîne courte, le butyrate. Donc c'est vraiment un lien pour nous entre l'épigénome, le microbiote, et on ne peut pas chanter le microbiote si on approche cette vision de manière intégrée, c'est-à-dire les manifestations de l'obésité pathologique. Donc pour ça, on a fait un travail de modélisation avec quelqu'un qui s'appelle Helmut Heinken, qui est chaire junior dans l'unité, et qui nous a modélisé un petit peu quelles sont les interactions possibles entre le microbiote, le métabolisme de l'hôte et ce qu'on peut voir comme effet régulateur. Donc ici, vous avez par exemple des exemples modélisés de corrélations prédites. Alors, vous voyez, il y a le métabolisme énergétique, il y a bien sûr la bêta-oxydation. Donc, ce modèle-là, on peut varier avec ce modèle l'activité de sirtuane et on voit toutes les conséquences métaboliques, mais pas que, possibles. Donc c'est un outil vraiment très intéressant pour nous qu'on va utiliser pour valider le modèle, mais aussi pour les essais thérapeutiques. Voilà. Donc là, simplement résumer cette première partie. Vous avez compris, je pense, maintenant vous êtes convaincus que les carences en B12 et en folate, ça peut être des prédicteurs par des mécanismes fetal programming de manifestations pathologiques ultérieures en lien y compris avec les maladies complexes, dont celle liée à l'obésité, que ça agit avec des mécanismes où sirtuane joue un rôle majeur via la dérégulation des corégulateurs, mais également des protéines de transport des ARN, et qu'on peut réverser avec des agonistes, avec des perspectives thérapeutiques. Donc, nous, ce qu'on veut faire, aller plus loin maintenant, c'est comprendre un petit peu plus, parce que, si vous voulez, en fait, on pense qu'il y a un complexe qui se fait entre la méthionine synthase et sirtuane dans le noyau, parce que la méthionine synthase, on ne l'attendait pas là, mais figurez-vous qu'elle est présente dans le noyau aussi. Donc, normalement, elle est dans le cytoplasme. Donc, on pense que ça va un petit peu plus loin. Peut-être que dans le noyau, c'est là où on produit la SAM directement, et que c'est en fait un complexe fonctionnel entre une enzyme et derrière les DNMT. Et donc, on est sur la recherche d'un complexe fonctionnel. Et puis, on essaye de modéliser avec Helmut pour mieux comprendre. Alors, je shift sur la partie 2. Là, vous allez être un petit peu plus à l'aise, parce que là, on revient sur des études de population et essayer de comprendre des choses. Et donc là, je vais vous montrer les travaux qui sont en cours sur une population qui est la population Eden, pour aller essayer de comprendre si les interactions entre le métabolome, l'épigénome, donc et bien sûr l'alimentation, pourraient essayer à des stades précoces de la vie, de prédire en fait une augmentation du risque avec des manifestations du syndrome métabolique. Alors cette cohorte Eden, c'est une cohorte qui a été montée à Nancy et à Poitiers, qui est pilotée par Barbara Eudes, qui est à l'INSERM à Paris. Et donc, on dispose dans cette cohorte donc, à la fois de sang du cordon, de sang des enfants à 5 ans, de prélèvements placentaires, bien sûr de toutes les données cliniques. Et dessus, on a fait de l'épigénome, on a fait du protéome sur le placenta et on a été regarder donc également du métabolome. Donc tout d'abord, l'Iwase. Donc là, vous avez, je pense que vous avez bien l'habitude de ces Iwase en faisant ce qu'on appelle des épimannatanes. Si on prend en fait le sang du cordon, on a vu des associations avec un certain nombre de gènes, 19 loci, avec le pourcentage de la fat mass, mais également de la masse grasse, pardon, et également avec la leptine. Bon, ce qui était pas trop mal. Vous voyez qu'il y a 2 gènes avec la leptine qui sont communs, dont un qui s'appelle TLE1. Alors, si on fait la méta-analyse de ce qu'on a trouvé, c'est un petit peu compliqué. Ce tableau est très rébarbatif. Mais voilà, on a effectivement des associations qui sont intéressantes. Je ne vais pas détailler ici. Amélie et Philippe comprendront, mais on a regardé aussi notre histoire de gènes trio, vous voyez, ceux qui sont dans les gènes trio. Donc je passe ce tableau. Mais vous voyez par exemple qu'on avait parlé tout à l'heure de GLUT1. GLUT1, on le retrouve, souvenez-vous, GLUT1, dans notre modèle de souris transgénique, c'est le gène qui était augmenté et qui permettait d'une augmentation de l'anaplérose dans le cycle de Krebs, hein, voilà, dans le modèle carencé. Alors c'est intéressant de voir qu'on le retrouve ici, ce gène. On va en reparler après.
Alors, bon, là, je ne vais pas redétailler, c'est une liste de gènes, bon, peu importe. C'est intéressant qu'avec la leptine, ils sortent des choses en commun. On a répliqué dans une cohorte qui s'appelle environnage, et donc on a répliqué sur un certain nombre de gènes, avec 83 CPG. Et puis, après, on a été regarder, parce que, vous savez, il y a vraiment des problèmes avec les puces épiques, hein, où il faut faire attention aux cross-hybridisation. Donc, soit on est moyennement sévère, c'est ce qu'on a fait là, ou soit on est très sévère. Et quand on est très sévère, on n'a plus beaucoup de CPG, donc on en avait 26. Mais vous voyez que sur les 26, on retrouve GLUT1 et puis ces autres gènes. Alors, voilà ce qu'on a conclu donc, sur l'épigénome. On a regardé, bien sûr, s'il y avait des problèmes de linkage avec les... Et puis, on a été regarder, bien sûr, avec ces marques CPG, s'il y avait des associations avec le phénotype intermédiaire. Donc, on a des corrélations avec la masse grasse, effectivement, avec ces différents gènes, dont GLUT1. Et puis, on a été regarder maintenant le métabolome. Donc, on a fait le métabolome dans cette population et on a été voir si, avec ce métabolome lui-même, on avait des associations avec les différents outcomes qu'on regardait liés au syndrome métabolique. Donc, on a trouvé des associations avec la masse grasse, en multivarié aussi. Par exemple, vous voyez la B12, où la choline et la cystéine, ce qui n'est pas trop mal, corrèlent bien avec la masse grasse. Toujours dans notre métabolome, on trouve des associations avec la pression artérielle systolique, ce qui fait du sens avec ce que je vous ai décrit pour les maladies rares du métabolisme. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est la plaque du dessous, ce qui est en dessous, c'est que quand vous regardez ces métabolites dans le sang du cordon, eh bien, ils vont prédire ce qui se passe à 5 ans. Et ça, c'est quand même assez fort. Voilà. C'est-à-dire, si vous regardez la choline et l'homocystéine dans le sang du cordon, on a une association avec la pression à 5 ans, la pression artérielle systolique. Donc, ça rejoint vraiment les modèles, ce qu'on avait retrouvé dans nos modèles animaux. Voilà. On a trouvé aussi avec le cholestérol, donc je passe un certain nombre de métabolismes des monocarbones, et puis avec OMA-IR. Donc ça vous illustre quoi en résumé? C'est que les métabolites du monocarbone, les monocarbones, sont associés quand même avec de la prédiction sur des outcomes. Donc c'est pas complètement aberrant. La question maintenant, c'est si on regarde le trio. Le trio, c'est les manifestations cliniques, les métabolites du monocarbone et la méthylation. Donc on a regardé les CPG, notre métabolome et nos clinical outcomes. Eh bien, vous voyez que pour le pourcentage de la masse grasse, il y a pas mal de CPG qui sont vraiment associés quand on fait de la factor composite analysis. Et donc ça nous a beaucoup intéressés. Mais il y a un effet sexe, manifestement. On ne trouve pas les mêmes choses en fonction du sexe. Chez les mâles, c'est complètement différent. Vous voyez que la masse grasse, vous la retrouvez ici dans le cadran inférieur gauche, alors qu'ici, c'est dans le cadran supérieur droit. Donc dans ce cadran supérieur droit, on a retrouvé un certain nombre de gènes, mais vous voyez, on retrouve encore GLUT1. On retrouve TLE1 qu'on avait dans l'épi Manhattan. Donc ça nous a vraiment fait plaisir. On a une histoire avec la transsulfuration. Or, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des mécanismes adaptatifs dans nos modèles animaux. Et puis, si on regarde les corrélations entre les trois parties, on trouve des corrélations entre métabolites et épivariation et clinical outcomes et outcomes. Et donc, il y a vraiment des interactions interactives que vous pouvez retrouver ici dans les circular plots. Donc les trois jouent ensemble. C'est un peu ce que notre travail montre. Les trois jouent ensemble et les trois jouent ensemble pour les manifestations dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le pourcentage de la masse grasse en particulier, hein, mais pas que. Alors, on a travaillé avec le machine learning, et là, c'est juste des résultats préliminaires qui montrent que dans le machine learning, si vous regardez Features Importance, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, le CPG qui est vraiment en tête de gondole, tout cela aussi, bien sûr, était... Mais on trouve ce CPG qui est tout en haut, là, qui est vraiment en dehors du sexe, quand même très important, eh bien, c'est un CPG de GLUT1. Donc, GLUT1, le cycle de Krebs. Il y a manifestement un lien avec l'anaplérose, qu'on ne s'explique pas bien pour l'instant, mais GLUT1, c'est vraiment, j'allais dire, un gène à aller regarder. Voilà. Parce qu'on le retrouve systématiquement dans tout ce qu'on a fait, quoi. Voilà.
Alors, voilà, donc take-home message pour cette partie. Oui, avec l'Iwase, on a trouvé un certain nombre de gènes qui étaient liés au pourcentage de masse grasse et avec la leptine. Derrière, si on fait le métabolome, on voit qu'il y a des métabolites qui sont manifestement associés au pourcentage de masse grasse avec la pression artérielle systolique, avec l'insulinorésistance. C'est des choses qu'on avait vraiment vues dans nos modèles animaux, donc c'est pas idiot. La partie 3, on voit vraiment qu'il y a une interaction tripartite entre les manifestations cliniques, les métabolites du métabolisé monocarbone et les CPG, et que la transsulfuration dans les métabolites joue vraiment un rôle important, avec un focus tout particulier sur GLUT1 et sur TLE1. Et la conclusion générale, vraiment en très peu de mots, c'est le déficit en statut en donneur de méthyle et les dysrégulations acquises ou héréditaires du métabolisme monocarbone manifestement produisent des manifestations de type fetal programming qui peuvent influer sur le risque d'outcomes, d'événements liés au syndrome métabolique. Les résultats sur l'accord TEDEN montrent des choses qui sont assez similaires. Et le devenir, c'est maintenant, on se pose la question du microbiote comme rôle modulateur par rapport à tout ça. Et c'est ce qu'on va faire au Cornell Nutrition Center. Voilà, ça, c'est toutes les personnes, comme je vous ai dit, c'est vraiment c'est du travail de 15 ans que je vous ai montré. Et donc, c'est toutes les personnes et les thésards qui ont participé à tout ça et qu'on remercie ici chaleureusement. Vous reconnaissez ici quelqu'un dans la salle qui s'appelle Rosa Maria Guéant-Rodriguez et qui a joué un rôle important dans tout ça. Et je la remercie ici également Jean-Luc Daval qui nous a quittés, qui était le directeur adjoint de l'unité et qui malheureusement nous a quittés l'année dernière et à qui je profite pour avoir une petite pensée. Voilà. Merci.